Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, épisode 9, saison 3, on est en bagnole! En vadrouille! Balado Ludique en vadrouille. Et je suis Simon et comme d'habitude, je suis accompagné du grand chef des jeux, Monsieur Jean-François Chrétien. Salut Simon, ça va? Oh oui, ça va très bien toi. Et en fait, on n'est pas seul dans la voiture. On est en fait en compagnie de deux grosses têtes, comme on pourrait dire. P au volant. Pierre Poisson-Marquis, une légende dans le monde du jeu. Oui, allô? Alors, ouais, il n'y avait pas vraiment de questions, donc il était un peu. Et en plus, de l'autre côté, du côté passager, Thomas Dagenais-L'Espérance, le jeune prodige, l'auteur le plus en vogue au Québec. Et oui, nous sommes en direction du LAL, le lac à l'épaule ludique, l'événement le plus couru. Faut dire vraiment qu'après notre visite avec Fred Savard, on est rendu extrêmement big shot. Maintenant, on se promène sur les tapis rouges avec les plus grandes vedettes du jeu. Ça fait une grosse différence, hein? Il y a le avant et le après Fred Savard, je pense. Oui, absolument. Sans ça, on n'aurait pas pu être avec ces deux légendes en devenir du jeu. Alors, ça va être un épisode quand même assez tranquille, assez relax, un peu moins un épisode matinal, hein? On n'a jamais enregistré aussitôt. C'est ça, exact. En fait, j'ai rarement été levé aussitôt. En fait, on va y aller tout de suite avec au moins... faut quand même qu'on plug certains événements, certaines choses. D'ailleurs, faut peut-être revenir rapidement sur le fait que l'épisode 7 a... dead! Ouais, comme on dit dans le métier, ça a royalement chié, en fait. Ouais. Fait que c'est ça, un jour, l'épisode 7 sera de retour. On a un par saison, comme ça, tu sais, faut garder le mystère. Faut se rappeler que c'est toujours le meilleur épisode. En plus. Mais en même temps, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça va être maintenant le meilleur épisode. Vous apprêtez probablement à écouter le meilleur épisode à jamais. Ouais, Fred Savard peut se rhabiller quand même. Ah ouais, Fred Savard aux douches. Comment ça, il est pas là? Il a choqué le lal. Bon, fait que Jeff, on avait quelques events à parler quand même. Oui, évidemment, c'est le mois de novembre, alors c'est le mois des conventions de jeux au Québec. Donc, premier salon, comme à toutes les années depuis, je crois, 4 ans maintenant, le salon du jeu et du jouet de Québec se déroulera à Québec le 17 et le 18 novembre, donc très bientôt. On va aussi avoir la foire de jeux Ludo Outaouais, qui va avoir lieu du 23 au 26 novembre. Donc, foire qui se passe à Gatineau, qui est vraiment pas comme le salon, là, c'est-à-dire pas une convention, on est vraiment dans une foire de joueurs. On va là pour jouer à des jeux. C'est ça pour commencer. Absolument. Désolé, on a un peu décroché, hein, mais je buvais du café. Donc, c'est ça, le 12h ludique. Absolument. JSQC de Joliette la semaine prochaine, le 10 novembre. Ça, c'est un event vraiment cool, en fait. Organisé par le Power Couple, Steve et Cynthia. Alors, c'est des gens qu'on connaît plus ou moins, mais si vous savez pas c'est qui, probablement dans le prochain épisode, il y aura une entrevue avec eux. Mais c'est le couple derrière la page Facebook Jeux de Société Québec. Donc, c'est pas n'importe qui quand même. On est comment, c'est qui ces gens-là? Non, c'est eux qui gèrent ça. Donc, le 12h ludique, 2e édition à Joliette, le 10 novembre prochain. C'est aussi dans le but de récolter des fonds pour la Société canadienne de la sclérose en plaques. Donc, vraiment un bel event pour jouer et pour les bonnes causes. Quoi de mieux? En plus, à Joliette, hein? À Joliette. Et en plus, on va être là. On va faire 2 épisodes live sur place. On va se promener avec des micros, on va interviewer des gens. Ouais, il y a déjà des rencontres avec des auteurs, et tout ça. Donc, ça va être très cool. Sinon, un autre événement, en fait, qu'on aimerait bien parler, c'est l'événement du 17 novembre prochain. Samedi de jouer. Ouais. Donc, samedi de jouer au Cégep du Vieux-Montréal, organisé par les gens en technique d'intervention en loisirs. Donc, ça peut être quand même un événement intéressant. Et en plus, Ludol, on connaît bien le jeu Ludol, est le partenaire officiel de cet événement-là pour ce qui est des board games. Alors, Ludol, le ramificateur, frappe encore. Il est au poste.
Et ça a l'air assez cool. Il y aura plein d'activités durant ça, de la réalité virtuelle, du combat d'archer, des board games bien entendu, du Donjon Dragon, des grandeurs nature. Donc vraiment beaucoup de choses. Un événement à suivre. Je sais pas si tu vas y aller toi, JF, peut-être? Peut-être. Je vais essayer de faire un tour. Ça va être aussi évidemment, tu sais, il va y avoir une sélection de jeux sur place et c'est aussi une foire de joueurs, l'occasion d'essayer des nouveautés ou des plus vieux jeux. Donc ça vaut la peine. Absolument, absolument. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres événements qu'on devait parler avant de se lancer dans cet épisode plus sérieusement? Je pense qu'on est prêt. OK, on est prêt. Alors, comme on l'a dit plus tôt, nous sommes en compagnie de deux légendes en devenir du jeu au Québec. Messieurs, premièrement, merci beaucoup d'accepter ça. On comprend que vous n'avez pas vraiment le choix. Vous êtes assis en avant, assis en arrière. On a sorti les micros. C'est plutôt ça, ouais. Ouais, on est un peu pognés ensemble. Sinon, Bon, c'était l'occasion parfaite. Puis une heure et demie en char, on est comme, OK, magnifique. Donc, je pense qu'on va pouvoir faire un épisode intéressant. Surtout que vous êtes, Thomas, tu reviens tout droit d'Essen. Oui, absolument. Je suis revenu lundi de la foire d'Essen en Allemagne. Ouais, ça, c'est très cool. Et Pierre, j'imagine que toi, t'es allé multiples fois et t'as même vécu là, d'ailleurs, si je me trompe pas. Ah, écoute, j'ai inventé le salon. Ah, OK. C'est ça. C'est quand même pour dire qu'il est impliqué dans la communauté. On parlait un petit peu justement avant l'épisode avec Thomas d'Essen. Et une des discussions qu'on avait quand même trouvé intéressante, qu'on avait commencé dans l'épisode 7. Malheureusement, on sait l'épisode 7 a été perdu. C'était probablement le meilleur épisode, mais bon, on peut peut-être reprendre la discussion quand même maintenant sur ce sujet-là. Et Jeff, tu peux peut-être nous rafraîchir un peu la mémoire sur on en était où dans cette discussion-là? Oui. OK. Je voulais pas de lancer sur ça. Je voulais juste qu'on puisse tous participer. Là, puis... dans le fond, on parlait à quel point la foire d'Essen, il y avait de plus en plus de jeux. En fait, on parlait en 2008, il y avait 600 jeux présentés. Et là, ça doit être au-dessus de 1000. Ouais, presque à 2000, j'imagine. Je pense que c'était 1200. 1200, donc ça l'a doublé en à peine, même pas en 10 ans. Là. C'est à peu près ça. En 10 ans, ça l'a doublé, ouais. Puis, c'est ça, on se demandait à quel point cette croissance du jeu de société pouvait continuer à arriver. Si on a doublé en 10 ans, est-ce que dans 10 autres années, on va être encore au double? Est-ce qu'on va encore doubler? Ou cette progression-là a été fulgurante dans les 10 prochaines années, mais va peut-être stagner ou va rester relativement stable, peut-être plus dans les prochaines années? C'est dur à dire, mais on voulait peut-être avoir les commentaires des gens qui étaient présents là-bas. Donc, Thomas, t'étais pas là juste pour présenter des cryptos. Non. Scorpion était présent avec un boot, si je me trompe pas. Il faisait jouer le jeu aussi. Oui, donc en fait, moi, a priori, j'étais plus à Essen pour présenter mes prototypes à des éditeurs. Okay. J'ai eu environ 25 rendez-vous sur 4 jours, donc avec des éditeurs, donc surtout européens. Parce que les éditeurs américains, j'ai déjà un peu eu la chance de les rencontrer plus tôt dans l'année. Gen Con, ouais, c'est ça. Donc c'est ça, oui, c'est sûr, c'est assez impressionnant Essen, c'est énormément de sorties, c'est 6 halls de vente avec des éditeurs, oui, surtout d'Europe, mais d'Asie, d'Amérique, d'un peu partout autour du monde, donc on t'entend plein de différentes langues qui sont parlées, et donc à ce niveau-là, c'est probablement encore plus hétérogène que Gen Con. En plus, je pense que vu que c'est en Europe, les gens mangent bien, hein, c'est ça? D'ailleurs, la ville s'appelle Manger, littéralement. Essen, c'est ça que ça veut dire? Oui. OK. Ouais, si tu sors du centre de convention, tu peux trouver des trucs pas pires. Après, l'Allemagne reste peut-être pas la capitale de la gastronomie. Mais tu peux trouver des trucs bien. Si tu sors, il y a une espèce de rue commerciale qui est leur espèce de Sainte-Catherine. Là, puis, mais dans le centre de convention, évidemment, c'est un peu plus fast-food. Je dirais même qu'il n'y a pas tant que ça une rue Sainte-Catherine à Essen. Moi, ce que j'entends, c'est que c'est pas la ville que tu veux visiter pendant 2 jours. J'appelle pas ça une ville, moi. J'appelle ça un village industriel.
C'est vraiment gris lorsqu'on sort du salon des scènes. On se demande même comment ça se fait qu'un salon aussi coloré que Scène se tient là-bas. Mais la ville doit se transformer un peu. Il y a combien de participants qui vont là-bas? C'est des milliers et des milliers. La ville doit complètement changer quand SN arrive, non? D'une certaine façon? Oui, je pense que les chiffres sont autour de 150 000. Après, la manière d'SN de compter le nombre de participants, c'est le nombre d'entrées à chaque jour. Donc, c'est difficile d'avoir une idée de c'est quoi le nombre de participants uniques, parce que 150 000, c'est pas le nombre de participants uniques. C'est en additionnant le nombre à chaque jour, puis évidemment, c'est désestimé. Mais c'est sûr, c'est normal de personnes. Puis oui, autour du centre de convention, tu vas voir beaucoup de gens de l'industrie, dans les bars, dans les restaurants, tout ça. Mais je pense au niveau de l'industrie, puis Pierre aussi pourra en parler. Ce qui s'en vient un peu plus en ce moment, je pense, c'est avec le nombre de sorties puis le marché qui commence à grossir, ben, c'est un peu une fragmentation du marché puis une diversification de l'offre, où là, certainement des produits qui étaient un peu plus niches ou des thèmes qui étaient peut-être un peu plus risqués ou osés, maintenant peuvent avoir un public assez grand que ces jeux-là peuvent quand même être profitables. OK. Donc, j'ai l'impression que ça s'en va un peu plus vers ça. Je sais pas si Pierre, c'était ton impression. C'est très dur à dire à quel point les jeux de société vont perdurer. Je pense qu'il y a quelque chose, d'après moi, qui frôle le pic présentement. Frôle le pic. Ouais, je veux pas être pessimiste, mais il me semble que ça pourrait probablement commencer à atteindre un plafond. Je vois ce qui se passe dans le jeu de société présentement comme ce qui se passait en jeu vidéo il y a 10 ans. D'ailleurs, j'avais une conversation avec le co-auteur de Québec à ce moment-là, quand on faisait Québec. Une période très enviable dans le jeu de société avec notre jeu qu'on créait, parce qu'on était vraiment dans la période d'ébullition. Pré-émergence. Oui, avant que Agricola arrive, puis avant que Seven Wonders arrive, puis avant que Dominion arrive. On était dans l'étape des jeux de société où tout était à renouveler, tout était en train de se découvrir en Allemagne. Chaque jeu qui sortait à chaque année, on ne savait pas où donner de la tête tellement qu'ils différaient les uns des autres. Et puis, ben, à un moment donné, quand justement que l'industrie a commencé à grossir d'année en année, puis qu'on a vu les chiffres doubler en 10 ans, ben, ça n'a pas pris de temps qu'on a vu des copies de jeux qui existaient. Quand je dis des copies de copies, c'est pas nécessairement copier tel quel, mais c'est quand même des jeux où est-ce qu'on commence à jouer et on se dit, ben j'ai déjà joué à ça, ce jeu-là. C'est juste qu'il y a un autre thème, mais j'ai déjà joué à ça. Un genre de manque d'originalité peut-être dans tout cet afflux de nouveautés, au bout du compte, beaucoup de recyclage. Oui, exactement. Puis c'est pas non plus anormal. Je veux dire, c'est comme ça que fonctionne n'importe quelle industrie quand une industrie commence à grossir. Les gens qui veulent faire de l'argent parce qu'ils voient qu'il y a de l'argent à faire, ben, ils vont essayer le plus vite possible d'en faire. Fait qu'ils vont pas commencer à s'attarder à essayer de trouver quelque chose qui n'a pas été fait. Ils vont voir les choses qui ont déjà été faites puis ils vont essayer de faire de l'argent avec ça. Mais il va quand même rester un noyau dur qui va toujours essayer de sortir des sentiers battus. Puis ce qui est arrivé dans les jeux vidéo il y a 10 ans, ben, c'est un peu ça. Les jeux vidéo, dans les années 80, c'était comme les jeux de société il y a 15 ans. Dans les années 80, on se rappellera des Pac-Man, des Donkey Kong, des Tetris. C'est tous des jeux qui sont sortis dans les années 80, au début des années 80, là où tout était à faire. Ouais, puis on voit tous les jeux vidéo qui sortaient. Ben, c'est sûr qu'il y en a qui ont copié des formules qui étaient déjà sorties, mais il y avait beaucoup de place à beaucoup de nouveautés, puis c'est ce qu'on n'arrêtait pas de voir. Puis là, ben, soudainement, les jeux vidéo sont devenus de plus en plus peaufinés sur l'image et l'animation, plus que sur le game design en tant que tel. Ouais. Et les jeux de société, ben, c'est ce qu'on voit depuis 10 ans. On en voit de plus en plus qui sont plus sur l'image que sur le game design. Est-ce que tu penses qu'on est dans une genre de bulle où là, le
monde s'enflamme, il y a de plus en plus de compagnies, de plus en plus de jeux, mais à un moment donné, cette bulle-là va peut-être dessouffler et peut-être que la popularité la croissance va arrêter d'augmenter, donc il n'y aura peut-être pas assez de public pour la croissance de l'industrie. Tu penses qu'on est dans ce genre de concept de bulle un peu? Ben, je sais pas si on est dans un concept de bulle, parce que en même temps, il y a toujours des... Et aussi, je pense, dans le concept de bulle, il y a la bulle qui éclate. Ouais, Peut-être c'est que dans ce cas-ci, c'est plus un ralentissement, puis, comme tu dis, un plateau qui va être atteint. Ouais, mais c'est qu'il C'est- faut... Je pense qu'il va y avoir... En fait, on le voit déjà, point de l'horizon, c'est... les jeux de société commencent à être réorientés vers d'autres objectifs. Maintenant, on essaye de plus en plus de viser l'expérience plus que la réflexion. Les jeux de société sont très orientés présentement sur les sensations que tu vis pendant une joute, que tu ne vas pas vivre du tout dans aucune autre joute. Les escape rooms sur table, les jeux legacy, les jeux évolutifs qui vont avoir des nouvelles règles qui vont se rajouter d'une partie à l'autre. C'est ça la tendance présentement. Et c'est dur de voir après ça qu'est-ce qui va devenir nouveau. Parce que quand c'est rendu que tu joues sur la forme plus que sur le contenant, ben, on peut pas vraiment voir après où est-ce que ça peut aller. On pourrait voir ça peut-être sur les joueurs eux-mêmes. Peut-être que la prochaine étape du jeu de société, ça serait de jouer sur le joueur lui-même. Alright. Ça me semble deep comme truc. De jouer sur le joueur lui-même. Thomas, t'en penses quoi, toi, en tant que designer de jeu? Est-ce que tu as déjà designé un jeu sur lequel tu jouais sur le joueur? Je jouais sur le joueur. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment jouer sur un... non, après, ce que Pierre dit au niveau de l'expérience, ça, c'est absolument vrai. Là. Des jeux qui donnent une expérience unique. Ben, on voit un peu, par exemple, ce que Fantasy Flight sort cette année avec à la fois Keyforge, Discovery. chaque Discovery aussi. Ouais, Self-Discovered Lines Unknown, qui était un gros truc à SN. Quoique j'ai entendu beaucoup de commentaires négatifs sur le jeu lui-même, de gens qui l'avaient acheté. Mais tu vois quand même que c'est cette direction que prend l'industrie, d'avoir cette expérience unique et qui n'est pas nécessairement répétable. Mais si le joueur vit des émotions fortes dans cette première partie, c'est comme c'est ça qui devient La norme un peu ouais. des nouveaux jeux. Ben, on sent évidemment avec, comme tu dis, avec les legacy, les escape rooms, tout ça, ben, une certaine acceptation du jeu aussi ben, jetable d'une certaine façon. Ouais. Cette expérience unique fait en sorte aussi qu'il n'y a pas vraiment de rejouabilité souvent au jeu maintenant. Et maintenant, c'est quelque chose vraiment d'accepté dans le jeu de société, ce qui ne l'était pas vraiment il y a peut-être 4 ans. Ouais. Je dirais comme personnellement, comme designer, c'est moins quelque chose dans lequel je me suis lancé jusqu'à maintenant, ce type d'approche. J'imagine j'ai encore une approche un peu plus old school, un peu plus une approche système, une approche mécanique au jeu. Justement, comme designer, tu disais qu'il y avait l'air d'avoir beaucoup de compagnies étrangères, de l'international. Est-ce que, selon toi, il y en a plus que, disons, une convention comme à Gen Con? Oui, ça c'est sûr qu'il y a plus. Donc- il y avait plus d'exposants à NCN qu'à n'importe quelle autre convention. Plus à laquelle je suis allé. d'exposants et beaucoup plus, c'est ça, international, Ouais. donc Ouais. un peu partout. Donc, toi, en tant que designer, ça vaut-tu la peine de retourner à Gen Con? Est-ce que les deux, mettons, aller à Gen Con et SN pour faire tes contacts, pour rencontrer les éditeurs, est-ce que les deux sont nécessaires maintenant? Ou tu dis SN, peut-être que, vu qu'il englobe plus de compagnies, plus de gens, c'est plus celle-là qui vaut la peine? Est-ce que... Ben, après, c'est définir nécessaire. Est-ce qu'un auteur pourrait uniquement aller à SN puis que ça soit sa seule convention de l'année puis avoir assez de rencontres? Oui. Je pense qu'il y a assez de diversité puis assez d'éditeurs à SN pour que ça pourrait être la seule convention qu'un
l'agriculteur ferait. Tant qu'à aller une, au moins tu vois celle qui rassemble le plus de gens. Après, tu vas pas tout voir à SN. Je pense pour quelqu'un qui vit au Canada, d'aller au moins une convention aux États-Unis, que ce soit Origins ou Gen Con, peut être utile définitivement. Surtout que au niveau des coûts de transport, c'est quand même assez gérable. C'est clair. Mais disons, juste pour revenir sur le point de designer par expérience, ça, un truc qui me stresse un petit peu plus comme designer par rapport à ça, il y a quelque chose d'un petit peu plus instable, je dirais, de créer une expérience comme ça unique. Il y a plus de chances de manquer son coup, j'ai l'impression. Ouais. Designer un truc par système, des trucs plus abstraits, des jeux comme Kisling, des Azul, des affaires comme ça, c'est relativement stable comme processus créatif, mais ça, designer l'expérience, il y a quelque chose de beaucoup plus personnel, il y a beaucoup d'inconnus de comment les joueurs vont le percevoir, puis c'est beaucoup plus facile de manquer son coup, mais encore là, le truc de Discover Lands Unknown, que là j'ai entendu plein de commentaires négatifs à SN, puis tu vas voir les reviews sur BGG, c'est aussi un peu moyen, où ça revient un peu à cette idée de tu peux vraiment te planter, puis tu peux te casser la gueule avec ce genre de projet-là. Plus tout le processus de playtest doit être encore plus difficile pour ça, parce que c'est ça, tu designes un jeu que tu peux juste jouer une fois, c'est dur de le refaire jouer au même testeur, tout ça. Tout ce processus-là doit être assez encombrant là, durant la création. Oui, c'est un très bon point et qui participe ça, à cette instabilité au niveau de la création, c'est effectivement les playtests. Parce qu'à chaque fois, soit tu le refais sur la même personne, puis tu fais comme si, ou il faut que tu aies plein de groupes différents, et c'est difficile à contrôler à ce moment-là. Ouais, non, mais c'est. Moi, j'étais absorbé, hein. J'écoutais ça, j'étais vraiment fasciné par la discussion. C'est sûr que pour moi, l'expérience a toujours été la partie centrale d'un jeu. Ouais. Je vous dirais que ma théorie du design vient principalement de Book of Lands. Et là-dedans, c'est toujours l'expérience qui est au cœur d'un jeu, en fait. Donc, tu auras la thématique, la mécanique et le matériel d'un côté qui vont créer la trinité du jeu. Et au centre, tu auras l'expérience qui va t'en dégager. Moi, je pense qu'il y aura toujours quand même des gens qui vont être intéressés par une expérience qui est plus intellectuelle, plus basée sur de la réflexion pure et dure. La preuve, c'est que je regardais les jeux qui sortaient cette année, puis je sais pas, il y en avait 500, que c'était des cube pushers à la Euro. Ça, c'est des jeux qui sont très peu basés sur l'expérience. Mais ça m'amène un peu dans une discussion par rapport à ça c'est que à quel point, justement, si on parle de cette branche-là, mettons le euro plus analytique, à quel point ces designers-là doivent repousser les limites de la mécanique de jeu en termes de sélection d'actions et de comment est-ce que tu fais telle chose dans un jeu. J'ai l'impression à chaque année maintenant que c'est toujours de plus en plus extrême. L'exemple d'ailleurs avec Thomas, on a essayé un jeu l'année passée qui s'appelait ReWorld. D'ailleurs, qui est un jeu que Pierre avait fortement encensé. Mais tu sais, quand on expliquait la mécanique des cartes, tu sais, comment tu places les cartes, je sais pas si ça te revient un peu, mais c'est c'est pas complexe, mais c'est ultra... C'est un peu contre-intuitif. Ouais, c'est ça, c'est des choses... C'est dur de trouver le bon mot, mais c'est vraiment comme c'est hors de la boîte, là. C'est vraiment champ gauche, c'est un peu comme... C'est vraiment une mécanique pour une mécanique. Là. C'est plus comme tu piges une carte. Non, c'est t'en piges 3. Si on les mêmes chiffres, t'en gardes 2. Puis là, tu places ça là. Puis là, c'est un cube rouge. Donc, ça devient vraiment comme une espèce de dédale de règles. Moi, particulièrement, ça me plaît, en fait. Là, parce que je trouve ça toujours excitant de voir comment ils peuvent repousser ces mécaniques-là. Mais est-ce que il y a comme une pression de ce côté-là de réinventer des mécaniques qui sont comme complètement champ gauche? J'ai l'impression que dans le jeu de société, plus que dans le jeu vidéo, il y a cette pression d'avoir quand même des nouveaux systèmes.
Après, tu vas pas complètement réinventer la roue. Puis, Ouais, des il y aura certainement... avec une twist de ressources. Oui, il y aura avec- certainement du recyclage. Puis des fois, les jeux peuvent passer avec juste comme une nouvelle gimmick, mais le reste des systèmes sont relativement Ouais. anciens. En fait, je pense que la mais- gimmick, la particularité du jeu, chaque jeu se doit d'avoir cette petite touche. tu sais. Ouais, mais j'ai l'impression dans les jeux de société, il y a quand même encore aujourd'hui un peu plus cette pression d'avoir le petit twist mécanique. Alors je pense dans les jeux vidéo, en ce moment, tu peux pas mal t'en tirer avec un jeu qui joue exactement comme plein d'autres trucs que tu as joué. Tu sais, tu prends la manette puis c'est Pareil. comme si littéralement tu sais déjà jouer au jeu. Tu n'auras pas de nouveau concept mécanique à apprendre. Et après, ça sera juste des différents environnements, différentes histoires, différents personnages. Puis j'ai l'impression au niveau des jeux vidéo, les joueurs vont plus facilement accepter ce... pas un manque de... Ouais, j'imagine un manque d'originalité ou simplement une transformation purement esthétique, mais ça va être quand même correct et les gens vont quand même acheter le nouveau truc. Et toi, Pierre, t'as un point là-dessus, peut-être? Ou... Non. Non? Oui, en fait, j'en ai. J'étais comme, oh shit. Je pense en fait qu'il y a quand même des gens qui apprécient les nouvelles expériences dans les jeux vidéo. Oui, je disais pas que dans les jeux il y avait personne, c'est simplement que comme industrie c'était un peu moins... Il y a plus de pression dans les jeux de société. Oui, oui. En tant que je sais pas s'il y a tant que ça de pression dans les jeux de société pour avoir la patente qui sort de l'ordinaire. Les éditeurs vont surtout voir le côté mercantile de la chose avant de voir le côté novateur, je pense. Ils vont évidemment trouver ça intéressant si l'innovation est au rendez-vous avec ça. Parce qu'ils vont peut-être voir l'opportunité de faire encore plus d'argent vu que ça va se distinguer facilement. mais ils vont vouloir avant tout que ça fonctionne. Bien avant que ça soit quelque chose qui puisse ne pas ressembler à rien. Je prends par exemple le jeu Manitoba, qui est un jeu qui a fait pas mal de polémiques dans les derniers mois, qui est un jeu... Appropriation culturelle. Voilà. Qui est un jeu sorti chez DLB, je pense, éditeur argentin, il me semble, et qui a littéralement pris des libertés sur qu'est-ce que le Manitoba avait l'air. Qui a été cherché des clichés très très classiques, très clichés, avec des totems et des Amérindiens, et sur finalement le développement d'une tribu amérindienne au Manitoba. Et comme quoi le Manitoba, c'est une terre encore très très dans l'âge de Louis Riel. Maintenant, et qui a sûrement, en fait, selon eux, été très très riche en tribus amérindiennes. Ce n'est pas nécessairement le cas. À vrai dire, ils auraient été mieux, je pense, d'appeler ça Colombie-Britannique plus que Manitoba, parce que ce qui est dépeint dans le jeu est plus comme ça. Mais ce que je veux surtout dire de Manitoba, c'est qu'il y a une mécanique de Manitoba qui même n'est pas sans rappeler celle de ReWorld, très fortement sortie des cadres, contre-intuitive, sélection d'actions qui fonctionne selon une pile de pions, de rondelles, de couleurs, et chaque rondelle de couleur va faire une action liée à une zone sur un plateau. Et si on veut faire une action, par exemple, qui est sur une rondelle dans le bas totalement de la pile, ben on va prendre la rondelle du bas totalement de la pile, puis on va tourner toute la pile à l'envers. Et là, ça va devenir notre nouvelle pile d'action pour les prochains tours. Okay. Alors là, si on veut avoir encore la même action qu'on a pris au tour d'avant de cette pile, ben, elle va être rendue au sommet de notre pile maintenant. Donc, on va pouvoir prendre les autres actions après. Sinon, il va falloir qu'on aille chercher une autre rondelle dans la pile et qu'on transporte les autres actions par-dessus elle avec elle. C'est très alambiqué quand je le dis comme ça. Il faut l'avoir imagé pratiquement pour savoir comment ça fonctionne. Mais cette affaire-là va essayer de donner un clin d'œil au totem dans le jeu. Et on va, avec ça, essayer évidemment de se distinguer. Maintenant, est-ce que c'est un coup fumant pour l'éditeur?
la polémique sur le jeu a fait plus parler le jeu que les mécaniques. Donc... Sûrement qu'ils n'avaient pas prévu ça, eux, dans leur plan marketing. Ah non, évidemment pas. Évidemment pas. Mais je sais pas non plus s'ils avaient planifié dans leur plan marketing que ce jeu-là serait leur gros jeu de l'année qui sortirait. Comme d'ailleurs, Ravensburger, qui a sorti un jeu Legacy cette année. Fait par les auteurs, le couple d'auteurs Inka et Marcus Brand, qui sont responsables de la série Exit, entre autres, et qui sont responsables de d'autres succès comme Descendance et puis L'Avocat. Et eux, leur jeu Legacy, c'était la grosse affaire pour Ravensburger. C'était la plus grosse compagnie allemande qui se plonge dans la grosse affaire, la mode des jeux de société. Et pourtant, c'est Carpe Diem, qui est un autre jeu de sous-filiale de Ravensburger, qui est Alea, qui est un jeu de Steffenfeld, qui fait plus de sensations que le jeu Legacy que Ravensburger a sorti. Parce que le jeu Legacy a eu ses échos, puis les échos sont, disons... Ils sont plutôt mitigés. C'est ça. C'est correct. C'est correct. Mais c'est... Mais ils sont tellement laids, leurs jeux. Ça aide pas. Ben, Ravensburger, je sais pas, ils ont quand même le... Moi, je suis pas fan de... Je me rappelle plus du nom, là, comment ça s'appelle, ce jeu-là. Voyons... En tout cas... Labyrinthe Master? Non, mais ce nouveau jeu Legacy, là, c'est quoi déjà le nom? Ah, c'est... Tu sais le nom, là? Oui, je l'ai sur le bout de la langue aussi. Bon, Thomas, il l'a vu à SN? Oui, mais Thomas ne doit pas s'en rappeler non plus. Non, je m'en rappelle pas. Bon, alors voilà, on a l'air de 4 bozos qui se Ben non, rappellent moi, pas j'avais pas d'un entendu jeu. parler du jeu. Ça prouve un peu le point, par contre. Oui, Ah, c'est ça ça. prouve vraiment, non, c'est vrai, démontre c'est un jeu pense que c'est Queensdale. facilement Je oubliable. pense que c'est Queensdale, en fait. Ah oui, c'est ça. Ouais, exact. Donc Queensdale, qui est le jeu Legacy, puis qui a été un peu mitigé dans les échos. Un jeu déjà oublié. Ben, peut-être pas déjà oublié, mais j'ai l'impression qu'il y a le même phénomène qui tourne autour de ça que le phénomène de Seafall, qui devait être un jeu Legacy par l'auteur de Pandemic Legacy, qui n'a pas marché parce que il n'était pas assez, justement, sensationnaliste. Ah, pis ce genre de jeu-là, dès que t'as un peu de mauvais commentaires, on dirait que ça foire, là. Dans le sens qu'il faut que ça soit... tous les commentaires soient excellents pour que le jeu marche vraiment, sinon les gens vont peut-être pas s'embarquer dans un Legacy si les commentaires sont moyens, tu sais. Ben Ouais, ça, oui. c'est un gros investissement, quand même. C'est ça, exact, là. Fait que... En fait, ça me rassure un peu. Moi, je vois plutôt ça comme les gens vont pas se garrocher sur des Legacy à cause que c'est la nouvelle trend si le jeu il est pas si bon. Ça me donne un peu Non, espoir. Là. C'est pas comme les figurines sur les miniatures Ouais, c'est sur, ça. sur Ouais, Kickstarter. exact. Là. Exact. Ben, on peut le voir avec Seafall, là, qui... t'sais, ils ont de la misère à l'écouler, les jeux. Ouais, le jeu il est rendu 30$. Vous Ouais, pouvez vous c'est acheter ça. 2 copies pour 50$. Les brûler. Ben, en fait, je pense que ça nous amène peut-être dans la deuxième partie de la discussion. Là. Il me semble qu'on a fait une transition vers le lourd philosophique et on est rendu peut-être à parler de jeux plus spécifiques, en fait, qui ont capté notre attention durant SN. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui se sent prêt à commencer avec un petit coup de cœur. Ben, moi, j'avais le goût de philosopher encore ces jeux. Fait que... Ah, ouais, c'est bon, ok. Alors, on va continuer. En Moi, fait, j'aurais peut-être un dernier commentaire sur rapper les ça, jeux. là. Ben, pour faire un écho un peu à cette discussion de qu'est-ce que les éditeurs veulent, j'ai eu quand même beaucoup de rencontres avec des éditeurs. Intéressant pour les jeunes auteurs aussi. Et donc, une des rencontres que j'ai eues, c'était avec Horrible Games, qui est un éditeur italien qui ont fait Dragon Castle, Railball Inc., qui ont fait quand même pas mal de jeux qui ont Push and Explosion, et un de leurs jeux aussi. Donc, quand même pas mal de trucs qui ont bien marché. Puis donc, je présentais des jeux à cet éditeur-là, puis un des commentaires qu'il m'a fait sur un des jeux qu'il regardait, qui me disait, tu sais, ton jeu, ça a l'air d'un bon jeu, ça a l'air assez original, mais je suis pas sûr que c'est un bon produit. Ouais. Et j'ai besoin que le jeu soit, oui, un bon jeu, mais il faut que ça soit un bon produit, puis je suis pas sûr de cet aspect-là. Puis j'ai eu plusieurs autres éditeurs qui m'ont des fois fait des commentaires similaires sur, ben tu sais, tel jeu, ça a l'air bien, mais aujourd'hui, pour que je puisse le vendre, il faut, ça peut pas juste être bien, il faut qu'il se démarque d'une manière, il faut qu'il y ait une twist qui va faire que le monde va accrocher, soit dans le thème, ou dans la présentation matérielle,
Oui, il y en a beaucoup qui revenaient sur ce point, sur comme les composantes. Est-ce qu'avec ton jeu, je peux faire un produit qui, au niveau matériel, attire le regard? Mais ça me fait penser à Everdell, hein? Everdell qui a un jeu de deck building, mais avec un arbre en 3D pratiquement, qui sent pas à grand chose en réalité. Il est là pour le visuel, mais qui amène rien mécaniquement au jeu. Fait que c'est ça que les éditeurs là, ont l'air de chercher. Mais ça reste une industrie, hein, des compagnies qui ont besoin de rentabiliser. Ça reste un coût. Éditer des jeux, tu vas être sûr de le rentabiliser. Et, ben, c'est sûr qu'en plus, avec toute la quantité de jeux qui sort par année, on dirait que peut-être les éditeurs sont encore plus méticuleux sur les choix de jeux et sur les jeux qu'ils prennent. Ouais, finalement. C'est juste pour donner un exemple, j'avais un rendez-vous avec Blue Orange. Blue Orange, pendant 3 jours, okay, jeudi, vendredi, samedi, ils sont 4 à avoir 15 rendez-vous par jour pour rencontrer des auteurs. Okay? Okay, c'est 60 auteurs par jour qu'ils rencontrent, donc 180 auteurs en 3 jours, puis le dimanche, ils font un debriefing. Okay. Et ça, c'est juste pendant SN. Ça, c'est juste ça. Et pendant l'année, ils continuent de recevoir des... Donc, c'est un peu ça, la compétition. Comme, si tu vas voir un jeu chez Blue Orange, tu sais, ils vont voir 180 personnes pendant SN. Sur les 180, ils doivent pas en prendre beaucoup. Là. Non, c'est ça. Ils doivent en prendre. S'ils en prennent 2, c'est beau. Là, ça, c'est parce que Blue Orange aussi nage parmi les grands depuis l'année dernière parce qu'ils ont gagné le Spiel. Parce que les petits éditeurs... Oui, les petits éditeurs vont avoir beaucoup moins, puis il y a moins de compétition. C'est ça. Mais si tu veux avoir un jeu chez les gros, ben c'est le genre de... de compétition auquel t'es face. Ouais, ben c'est quand même fou, tu sais, on est comme, ok, 2000 jeux sortent chaque année, ASN c'est vraiment intense pour les éditeurs, les distributeurs, mais là, ça nous amène dans le monde de l'auteur. Donc si vous voulez devenir auteur de jeu, et faites juste être prêt, en fait, là, à savoir un peu à quoi vous allez vous frotter, parce que j'imagine que c'est des protos qui viennent de partout dans le monde, et les gens qui se pointent à ASN avec leurs protos, c'est pas nécessairement quelqu'un qui a pas d'expérience en design de jeu, là. Non, c'est clair. Tu regardes l'horaire, puis tu vois, à quelque part, Rivière, tu peux goûter aux Rivières, Boza aussi, quelque part dans la liste comme de gens qui rencontrent. Ok, c'est... Oui, c'est des vrais auteurs, là. Oh, oui. Ok, ben en fait, je sais que là, la philosophie va continuer malgré nous. On est avec 2 grands philosophes du jeu ici, comme on a dit au départ, des grosses têtes de l'industrie. Et, mais tu sais, pas péjorativement, bien entendu, on s'entend, là, ça peut être pas péjoratif. Mais on a commencé à parler un peu de jeu, je trouvais ça intéressant, puis tu parlais de c'est quoi la twist dans les auteurs, les éditeurs revenaient, puis c'est quoi la twist, c'est quoi qui fait qu'on peut pousser. Et on voit de plus en plus de jeux qui poussent au niveau du matériel, en fait, qui était peut-être l'aspect le plus négligé du jeu pendant plusieurs années, mais là, qui a l'air de faire une espèce de retour. Je sais que Pierre a toujours aimé le matériel en général, donc lui, il a vu des jeux de matériel depuis très longtemps. Je regardais un jeu en particulier, c'est le jeu Prehistory, qui est un jeu qui avait l'air quand même assez cool, mais il y avait une innovation matérielle dans ce jeu-là que je trouvais tellement intéressante. Tu as des actions sur le board, c'est un genre de worker placement, et sur ces actions-là, tu as une tuile hexagonale avec un trou circulaire dedans, dans lequel tu vas insérer un disque au centre, et tu vas planter ce disque-là dans un trou dans le plateau de jeu. Fait que dans le fond, tu vas déposer un hexagone sur une espèce de point central, donc ils appellent ça les hexagones rotatifs que tu vas comme greffer à ton plateau. OK. Donc il y a un trou dans le plateau, il y a un trou dans la tuile. Tu mets la tuile sur le plateau et il y a des disques de bois qui se mettent directement dans ces trous-là qui permettent à la tuile de tourner. Fait que c'est comme des dials, mais intégrés sur le board qui coûtent vraiment pas cher à fabriquer, qui utilisent du matériel qu'on a déjà vu dans presque tous les jeux. Et j'étais comme, oh wow! Quelle idée simple, mais vraiment intéressante. On n'est pas dans le truc de Tolkien avec une méga roue à engrenage qui engendre. Non, c'est un peu de carton, une tuile en carton avec un trou circulaire dedans qui tourne. Wow! Je trouvais ça vraiment bien fait.
Oui. J'avais pas de point à rajouter là-dessus. J'étais impressionné sur comment est-ce qu'on pouvait repousser encore une fois les limites du matériel, mais en faisant quelque chose de vraiment simple. Quand tu vois cette idée-là, t'es comme, ok, pourquoi je l'avais pas vu avant, pourquoi personne n'avait déjà pensé à ça vraiment. Je sais qu'il y a des choses similaires qui existaient déjà, mais j'étais assez impressionné de voir ça. Là. Ben, ça va toujours de soi que les jeux qui font quelque chose... En fait, ça vient rejoindre ce que je disais tantôt. Je veux pas encore philosopher, mais on va le faire encore, ça a l'air. Mais en fait, ce que je disais tantôt, quand on visait plus le contenant que le contenu, mais ça en fait partie, ça. Mais en même temps, je pense que le contenant physique est quand même plus relié au contenu que le contenant psychologique, parce que le contenant psychologique, on parle surtout d'expérience unique, de jouer par rapport à ce qu'on a vécu. Mais le matériel, c'est intéressant, parce que le matériel, en fait, c'est une des trois façons, c'est la façon dans les trois la moins utilisée quand on veut créer un jeu. Il y a toujours trois approches. Il y a l'approche mécanique, il y a l'approche thématique, mais il y a l'approche aussi matérialiste. Et l'approche matérialiste est vraiment intéressante parce qu'on prend du matériel puis on fait un jeu avec ça. Avant même de penser au thème, puis avant même de penser à la mécanique. Et ça, il y a pas beaucoup d'auteurs qui font ça. Roberto Fragon est un. Je sais aussi qu'il y a un jeu qui s'appelle Mirror Mirror, qui avait été fait dans une convention, je pense que c'était à une convention de BGG, il me semble. Il y a quelques années de cela, où est-ce que trois auteurs s'étaient donné le défi de faire un jeu avec des miroirs, puis des pions, puis un plateau. Puis, et ça a donné Mirror Mirror, il me semble, de l'auteur Jacob Davenport, qui est un auteur américain. Très intéressant comme jeu, qui ressemble beaucoup, en fait, à un jeu que, justement, Roberto Fraga a fait publier l'année dernière, qui s'appelle Princess Jing. Où on fait on déplace des pions avec des miroirs qui sont sur les pions qui servent à regarder ce qu'il y a en arrière des pions de l'autre joueur. Le matériel est vraiment bien, effectivement. C'est vraiment une des meilleures façons de distinguer un jeu du reste. Moi, celui que j'ai remarqué à SN cette année, c'est Trollsphere. Trollsphere, qui est un jeu sorti chez Zork, éditeur connu depuis 20 ans pour un des meilleurs éditeurs justement au niveau du matériel. Ils sont très très peaufinés dans leur présentation. Ils ont été dans les pionniers d'ailleurs, dans les 25 dernières années. Ça a été ceux parmi les premiers qui se sont dit un jeu, il faut que ce soit beau en plus d'être bon. Et Trollsphere, c'est un jeu qui va utiliser une tour avec des cubes où on va avoir une table, pas une table, mais un plateau où est-ce que vous allez avoir aussi des trolls que vous allez placer pour faire établir des clans, me semble. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est la tour dans laquelle on met des cubes, qui va être un clin d'œil finalement à la tour qu'il y a dans Wallenstein et puis qu'il y a dans Shogun, qui est la version japonaise Wallenstein, puis qui a été repris dans Amerigo aussi. Mais là, cette fois-ci, on a une maillotche en plus. On a un marteau, puis il faut littéralement frapper sa table pour que les vibrations fassent tomber les cubes dans la tour. Nice. Et puis là, ben, ça va faire des effets sur le plateau ensuite. Mais c'est très bon. C'est des affaires vraiment qu'on pense pas faire dans les jeux. Non, mais le matériel, je peux comprendre pourquoi aussi c'est peut-être la moins exploitée. Hein. Souvent, un jeu, on va partir du côté vraiment très intellectuel de la chose, donc les calculs, les stratégies. Quand tu commences avec du matériel, c'est quand même un défi de taille. Là. Mais tu parlais du jeu des miroirs, ça me faisait penser à Ket de Laser Game, qui est un espèce de jeu d'échecs où tes pièces sont des miroirs. Ouais. Puis à la fin de ton tour, tu pèses sur un bouton sur le board, puis ça tire un laser. Puis ça fait une réflexion sur plein de miroirs différents. Puis si tu touches le roi de l'autre joueur, tu gagnes. C'est quand même des jeux assez... ça fait toujours quelque chose d'assez funky, en fait, quand tu travailles sur le matériel dès le départ. Non, exactement. Puis on a tendance aussi à croire que les jeux qui utilisent beaucoup de matériel, c'est souvent des jeux, mettons, de party, de dextérité. C'est des jeux, justement, moins stratégiques, mais j'ai l'impression que... C'est possible. Mais oui, puis ça commence peut-être de plus en plus, justement, parce qu'on
on est tout le temps en train de chercher... Repousser les limites, Ben oui, fait que là, il faut exactement. les pousser avec le matériel. Chercher du renouveau et tout ça, donc le matériel commence à être peut-être un aspect de plus en plus là, On dirait que Tzolk'in, c'était exactement ça. Hein, C'est ça, tu sais, exact. un jeu moyen avec une roue en plastique Ah. au centre, plein de roues en plastique au centre. Ben, en parlant de Tolkien, ben, il y a d'ailleurs le nouveau jeu des mêmes auteurs. Oui. Y a-t-il une roue en plastique au centre? non? Teotihuacan, non, il n'y a pas de roue en plastique, mais ça a l'air assez massif malgré tout. Des millions de tuiles, une genre de pyramide au centre. J'ai pas trop regardé, ça avait l'air d'un gros euro game de gestion de ressources, tout ça. Est-ce que Pierre, t'as eu un preview de ça? T'as un peu plus d'informations pour nous? Ben, en fait, moi, j'ai surtout entendu parler d'un autre jeu que ces auteurs-là ont... ben, c'est qu'ils sont deux auteurs de Tzolk'in, mais des fois, ils travaillent sur des projets différents. Ouais. Effectivement, il y a Teotihuacan, je pense, qui est fait par Luciani dans le duo. Et je pense qu'il est seul à avoir fait ça. Mais il y a eu deux autres jeux, d'ailleurs, qui ont fait parler de ces auteurs-là dans ASN. Celui que moi j'ai entendu parler, c'est Barrage. Barrage. Il y avait pas mal de buzz aussi. Barrage qui n'est pas encore sorti, qui va sortir l'année prochaine, mais qui est vraiment... Qui est sur Kickstarter. je pense, depuis Tzolk'in, c'est probablement le meilleur jeu qu'ils ont fait. Mais encore là, je ne suis pas sûr que ce soit les deux mêmes. Je pense que c'est un des deux qui est là-dedans. Et c'est très brillant comme jeu. C'est un jeu où il faut gérer un réseau de barrages hydroélectriques. Et il faut gérer en fait comment le courant de l'eau va passer dans vos barrages que vous avez établis. Il faut prévoir quand est-ce que le courant d'eau va passer pour que l'énergie puisse être captée et puisse être utilisée ensuite. Et donc c'est un jeu de partage de ressources. Donc la ressource va être partagée entre les joueurs, puis quand elle va passer dans votre coin, il va falloir que vous puissiez en tirer le maximum. Utiliser au moment où elle passe. Là. C'est ça. Intéressant. Thomas, toi, tu l'as vu un peu en personne à SN? Est-ce que ça avait l'air cool? Je me rappelle pas avoir vu le jeu sorti. Malheureusement. Mais il est sur Kickstarter en ce moment, là, pour ceux qui voudraient aller le voir. Je sais pas si la campagne est terminée, mais en tout cas, elle est très bien. Ok, puis sinon, est-ce qu'il y a des jeux là-bas qui ont capté ton attention là, particulièrement? Moi, j'étais moins là pour regarder les nouveautés ou pour jouer, malheureusement. Ouais, j'imagine qu'en 25 rendez-vous, t'avais pas tant de temps pour te promener. Oui, ou quand je me promenais, bon, j'avais pas nécessairement envie de m'asseoir pour faire des démos. Tu sais, j'étais plus concentré sur effectivement mes rendez-vous, puis tout cet aspect-là. Puis en fait, je m'attends plus à découvrir les jeux d'SN au LAL que à SN. Ok, puis y en a-tu un que t'as-tu lu des règles? J'ai essayé 2 jeux à SN la même soirée. Le premier jeu qui s'appelle Rebel Knox, qui est un jeu assez intéressant. C'est un jeu d'identité cachée, si on veut, ou semi-cachée. Mais c'est un jeu de levée d'identité cachée. Ouais. Donc, c'est un mix assez spécial où, dans le fond, les joueurs vont être dans différentes équipes. Tu auras les rebelles et les loyalistes. Et au début de la manche, tu vas savoir qui est dans quel clan. Mais pendant la manche, ça peut changer. Puis ça, tu vas pas nécessairement savoir qui va être rendu avec qui. Parce que tu vas gagner en équipe. Mais l'affaire, c'est qu'à un moment donné, tu n'es plus sûr de qui est dans ton équipe. Donc, ça peut devenir assez chaotique. On l'a joué à 6 joueurs, puis tu as beaucoup d'idées intéressantes dans le jeu, mais tu n'as pas beaucoup de contrôle. En tout cas, pas à 6 joueurs. Mais ça vaut la peine. C'est assez simple à jouer. Puis visuellement, ils ont vraiment bien réussi. Toutes les illustrations de ça, le jeu est vraiment super beau. Et l'autre jeu que j'ai essayé, toujours avec ce même groupe de joueurs tard le soir, était le jeu Pornhub. C'est sur l'ordi, dans Chrome? Non, c'est un jeu de cartes. Okay. C'est un jeu de cartes. C'était très drôle.
Parce qu'après, sur toutes les cartes, t'as du texte, puis comme du flavor text, on peut Mais s'imaginer. tu fais quel un genre de film truc. ou tu fais de la Oui. distribution de Oui, vidéos? ben, tu gères des actrices, puis qui doivent faire des films pour avoir de la réputation. Est-ce que c'est fait Euh, par Pornhub ou... Ben, c'est une Licence de ça, là. je sais Ok, pas mais c'est qui l'a licencié, fait. là, c'est légal. Il n'y avait pas de nom d'auteur sur le truc. Et après, à jouer, par contre, c'était un peu souffrant. C'était vraiment pas très bon. C'était vraiment. Ben, je sais que ça étonne personne. Je suis un peu déçu. tu sais. C'était vraiment mauvais. Là, on va dire le truc. On n'a pas terminé la partie. Mais lire le texte sur les cartes, c'était drôle. Genre une fois. Oui, voilà. T'achètes le truc, tu lis le texte, puis tu ris, puis voilà, tu ranges le jeu. Tu le brûles. Tu le Alors, brûles. Mais il y a des images aussi, non? Il y a des images. Après, c'est dessiné. Je me souviens plus le nom de la dessinatrice, mais qui était supposée être relativement connue, en fait, l'illustratrice. Dans le domaine de la porno? Non, dans le domaine des jeux. Ils sont Ok. allés chercher quelqu'un. C'est pas Marie Cardoua? Non. Non. Faudrait que j'aille rechercher qui avait fait les illustrations, là, mais. Ok, fait que là, Je conseille le jeu à personne, là. On va dire ça comme ça, mais tu sais, 1h du matin, avec une coupe de bière, t'as un groupe d'amis, c'était drôle. Voilà. Sans plus. Voilà. C'est ça. C'est ça. Ok, toi, JF, parce que là, on s'en va au LAL. C'est quoi le LAL? C'est le lac à l'épaule ludique, convention ultra private, top secrète, Ouais. tapis rouge et tout, en fait, organisé par le Randolph, bien entendu, reviennent tout droit des scènes avec des dizaines et des dizaines, Ouais. et j'irais même presque jusqu'à 100 nouveaux jeux qui sont sortis à SN, qu'ils ramènent dans leur valise, en fait. Donc, les gens se pointent là pour essayer des jeux, essayer tous les nouveaux jeux. Ben, pas tout, bien entendu, hein, il y en a 2000. Beaucoup de nouveaux jeux qui vont sortir. Et c'est un bel événement. Tous les joueurs qui sont là, souvent, ont lu des règles à l'avance, sont prêts pour des parties. Donc, très cool. Toi, Jeff, t'as des jeux que t'as hâte de jouer? Des jeux Ouais, que ben c'est sûr qu'il y a beaucoup de jeux que je regarde, que j'ai commencé à regarder ou à lire les règles puis qui m'intéressent beaucoup. Disons qu'il y en a un que j'ai vu, il avait l'air d'avoir un gros buzz dessus, c'est le jeu L'île au trésor. Oh, beaucoup de gens m'en ont parlé de ça. Ouais, c'est ça, j'avais vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux aussi. Jeu dans lequel va être un groupe d'aventuriers qui recherchent un trésor sur une île. De ce que j'ai pu comprendre, il avait l'air d'avoir un peu de déduction. On va avoir des crayons effaçables qu'on va pouvoir dessiner sur le plateau de jeu directement. Il y a des genres Ça, c'est à l'air hot. de compas, des genres de stencils là, qui nous permettent de dessiner des formes, des cercles, des directions, il y a la boussole, tout ça. Donc ça avait l'air super intéressant, beaucoup de promos autour de ça. Le jeu me semble magnifique, l'utilisation de crayons sur un board, c'est quelque chose qui m'intéresse là, de voir comment ça marche, puis ça marche bien. Donc c'est un des jeux que je vais essayer d'essayer en fin de semaine, là, L'île au trésor. C'est-tu un jeu sur lequel vous avez des commentaires, messieurs? Ou... Ah, c'est sûr que l'île au trésor, moi j'en entends parler depuis, mon Dieu, l'année dernière au printemps. C'était c'est dans les protos de Repos Prod depuis un bout de temps, ça. Et c'était déjà, ils savaient très bien que ce serait une grosse affaire lorsque ce serait pour sortir parce que c'est très très bien réussi. Côté à la fois, on parlait du matériel tantôt, il y a du matériel dans ce jeu-là qui n'a jamais été utilisé dans d'autres jeux, comme un compas. On va utiliser un compas littéralement sur le plateau pour essayer de repérer des choses. Les règles mécaniques sont parfaitement bien mariées au thème. C'est une symbiose vraiment excellente des trois sortes de design. Et en plus, c'est un jeu qui va être asymétrique, c'est-à-dire qu'il y a un joueur qui joue contre les autres, qui va jouer le joueur Captain John Silver. C'est inspiré en fait de l'île au trésor de Stevenson. Et Captain John Silver, comme dans l'histoire, veut se sauver. Parce qu'il y a un trésor qui l'a caché et il veut guider les autres joueurs vers des fausses pistes pour que ces joueurs-là puissent aller dans des endroits pour pas trouver de trésor pendant qu'il a le temps de faire son plan. Et puis les autres joueurs, eux autres, s'ils trouvent le vrai trésor, ils gagnent. Alors il y a le joueur qui joue Captain Silver va être un bluffeur finalement.
très brillant comme jeu. C'est d'ailleurs fait par le co-auteur de Yamatai, qui avait travaillé avec Bruno Catala. C'est lui qui avait amené l'idée à Bruno Catala. Catala le peaufinance. Ça, c'était terrible, hein? Ben, moi, j'ai pas haï ça, Yamatai, mais c'est sûr que c'est pas ça n'a pas eu le même rayonnement que Five Tribes. Et si vous avez pas aimé Five Tribes, ben c'est sûr que là, il n'y a plus grand chance que vous aimiez Yamatai. Parce que c'est quand même un peu le même principe. Mais bon, l'île au trésor, effectivement, c'est une des grosses nouveautés de scène. Alors, gros buzz, mettez-vous en file d'attente si vous voulez jouer. Il va y avoir toujours une copie active, j'imagine. Oui. JF, t'as peut-être un autre petit jeu pour nous lancer là dans la discussion? Ben écoute, c'est un jeu que toi-même t'avais spoté de notre dernier épisode de la saison 2. Ton jeu le plus attendu de Gen Con, si je me trompe pas, Holding On. Holding On, The Life of Billy Kerr. Rory O'Connor. Donc l'auteur des Rory Story Cube, bien entendu, un jeu fou. J'ai lu les règles hier, j'ai regardé une vidéo sur comment jouer hier. Ça n'a pas l'air si bon, malheureusement. Ah non! Mais les commentaires sont bons jusqu'à maintenant. Je vais être honnête, là, je veux dire, ça a l'air correct, là, mais tu sais, le genre de jeu que c'est tellement comme tu veux aimer ça parce que c'est full trendy, sauf que finalement, tu sais, c'est de la grosse merde. Mais bon, je sais vraiment pas, j'ai pas joué, je parle juste après avoir lu les règles. Fait que, ben moi, j'ai entendu des commentaires de personnes qui y ont joué. Paraît-il que ça vaut le détour. Ouais, ça vaut le détour. Ouais. Mais ça a l'air intéressant, j'ai juste hâte de voir si. Parce que ça, on s'entend, c'est un jeu coopératif dans lequel on va assister Billy Kerr dans la fin de sa vie. Donc, il faut lui donner les soins psychologiques et physiques. Donc, c'est une espèce de mix entre les deux où tu veux le garder en vie le plus longtemps possible pour aller leacher ses souvenirs, genre, puis qu'il ait la conscience le mettre en tranquille. confiance pour qu'il puisse... avoir la conscience tranquille lorsqu'il va mourir. Et c'est un jeu à scénario, donc tu vas jouer, je pense, une douzaine de scénarios. Si tu réussis pas, tu recommences le scénario. Jeu coopératif qui a l'air assez standard au niveau des mécaniques, mais on parlait d'expérience et tout ça. C'est un jeu basé sur l'expérience. Donc, il faut vraiment que tu sentes que tu es en train d'accompagner quelqu'un en fin de vie. Puis c'est pas tant un jeu humoristique, c'est pas un jeu léger, c'est un jeu que, au niveau de l'expérience, c'est lourd. Et il appelait ça un serious game. Même quand il en parlait dans la démo, c'est un terme qui existe, qui n'est pas très populaire sur le marché, mais qui existe beaucoup dans le team building. En jeu vidéo aussi. En jeu vidéo, puis dans les jeux plus psychologiques peut-être, des jeux d'équipe et tout ça. Et là, il amène ça sur la table. Ça a l'air intéressant, mais c'est vraiment à suivre. Pour de vrai, j'ai pas été enchanté quand je l'ai vu. Le jeu, il a l'air beau et tout ça, mais j'avais une certaine réserve. Là. OK, le hype train est lancé. Je n'embarque pas dedans, mais j'ai vraiment hâte d'y jouer. C'est toi qui l'as lancé en plus. Ben, tu sais, moi, j'étais vraiment hype parce que j'adore, tu sais, Rory O'Connor. C'est pour ça que j'ai quand même vraiment hâte d'y jouer. Est-ce que c'est... Puis il y a un autre auteur dans le jeu, ils sont deux. L'autre auteur, malheureusement, je n'ai pas ciblé son nom. Là. Mais est-ce que vraiment... Tu sais, moi, je m'attendais à quelque chose de ultra éthéré, ultra dans l'esprit, puis on discute, puis comme des moments émotifs, on se prend dans nos bras, puis on pleure. Mais là-dedans, tu sais, c'est particulièrement de la mécanique coop. Donc, peut-être qu'il n'y aura pas de moment où je vais pouvoir pleurer dans les bras des autres joueurs. Toi, Pierre, c'est quelque chose auquel tu vas essayer de jouer en fin de semaine, ou... J'avais pas pensé à essayer celui-là particulièrement, mais c'est sûr que si l'occasion se prête à ça, ça va. Mais j'imagine que c'est une manière de me demander c'est quoi le jeu que je vais essayer absolument, c'est ça? Ben oui, absolument. Tu sais, t'es un spécialiste des segways et de la radio, donc c'est libre à toi. Bon, s'il y a une nouveauté dans les gros canons que je vais absolument jouer, moi, c'est le jeu qui a changé de nom à cause, je pense, d'un jeu de poursuite probablement qui s'appelait The Forbidden City au début. Ah ouais, ils ont fini par changer ça par un nom chinois qui s'appelle Gugong, qui veut dire, je pense, ouvrier en chinois, ou palais interdit. Bon, bref, ça parle du fameux palais interdit dans lequel les empereurs chinois ont habité. Et c'est un jeu d'Andreas Steding. Andreas Steding est un auteur allemand que j'admire beaucoup, qui a fait des jeux depuis maintenant, publié des jeux depuis maintenant, je dirais, ça doit bien remonter à 2004 ou 2003, son premier jeu qui s'appelait Koge. Brillant jeu, très très brillant, qui est même comparable à Porto Rico dans sa qualité mécanique. Et c'est un auteur qui a souvent essayé
de trouver toujours des choses nouvelles dans ses mécaniques, en même temps qu'essayer de faire quand même bien refléter son thème. Thème qui est souvent historique d'ailleurs, c'est un grand amateur d'histoire. Et puis, il a fait ce jeu-là qui... en fait, son plus gros succès à ce tour-là, c'est Hansa Teutonica, qui est un jeu qui est paru en 2007, je pense, qui est un des premiers jeux où on prend des pions sur un plateau individuel, puis on les retire, puis là, ça libère une action. On voit maintenant souvent ça. Aujourd'hui, Terra Mystica l'a fait. Popularisé grandement par Terra Mystica, oui, exact. Aussi, oui, puis Scythe l'a fait aussi. Scythe! Mais Endless Standing a fait ce jeu-là chinois qui m'intéresse beaucoup parce que c'est l'auteur d'abord. À chaque fois qu'il sort un jeu, je m'intéresse toujours à lui parce que je sais que ça va être 3 fois sur 4 excellent. Et ça va toujours être très fort sur les réflexions aussi. Il fait jamais des petits jeux légers, ou presque. Il va toujours faire des jeux très très forts en réflexion. Et c'est un thème aussi qui exploite la philosophie chinoise, qui avait déjà été exploité avant par un jeu qui s'appelle Confucius, où on essaye de je dirais, tirer avantage des joueurs, mais le problème, c'est qu'on est obligé de leur être reconnaissant ensuite. C'est-à-dire que parce que les Chinois ont cette reconnaissance obligée, qui les oblige en fait à de l'humilité. L'humilité pour les Chinois, c'est très important. Alors quand ils reçoivent un cadeau, ils doivent donner encore plus. Et ça fait une espèce d'escalade qui en finit plus. Alors dans ce jeu-là, il faut essayer d'exploiter cette affaire-là. Il y a comme des mécaniques qui tournent autour du don par rapport au retour qu'on va recevoir. Et c'est le jeu que je veux le plus essayer présentement. Nice, ben ça a l'air cool. En fait, je l'avais spoté sous le nom de Forbidden City. Puis là, Forgotten City, ok. Ah, je l'avais pas spoté pendant tout le temps. Donc, toi, Thomas, t'as peut-être lu des règles. Est-ce que t'es prêt pour le LAL? Y a-tu des jeux que t'as lus, que tu veux absolument jouer? Non, j'ai lu aucune règle. Il se pointe avec sa fame. Vous allez m'expliquer les jeux. Absolument. Non, ben, je t'avoue, Holding On était un jeu que ça me tentait d'essayer. Sinon, je sais pas, je vais voir un peu ce que le monde sort. Effectivement, la description de Pierre de Gugong, ça m'intéresse assez là, de voir la mécanique de don. Il y a comme quelque chose d'inspirant là-dedans. Donc, ça, j'avoue, je serais intéressé à l'essayer. Ah, absolument. Ben, nous, Jeff, quand même, on avait fait un peu plus de recherche que... Hey, on a plusieurs jeux à parler, évidemment, qu'on pourra pas tout mentionner ici, parce que, comme je disais, il y a quand même beaucoup de jeux sélectionnés, mais évidemment, je peux pas parler brièvement du nouveau jeu de Friedman Freeze, son nouveau jeu en vert qui commence par F, Futuropia, d'ailleurs, j'ai une game de prévu, j'avais pas à lire les règles, la game était organisée, j'étais invité dans la partie. Oh, et j'ai bien hâte d'essayer ça, ça a l'air trop cool. Friedman Freeze, un genre de jeu. Les dessins en plus dans ces jeux, c'est comme tu dis tout le temps, c'est vraiment exceptionnel comme truc. D'ailleurs, Friedman Freeze, c'est probablement un des auteurs je sais pas si on peut dire innovant, parce que des fois on dirait vraiment qu'ils délirent. Là, Non, on peut le dire. Ouais. Avec 504. Si y a un auteur de jeu qui n'a pas peur du tout de l'échec, parce qu'avant tout, il faut innover, c'est Friedman Freeze. Ben, c'est un peu la beauté de ça. Puis, OK, quand tu as un nom, des fois, tu peux te permettre un peu des largesses pour vendre moins. Mais je suis sûr que si on reprend la phrase là, de ton jeu, c'est un bon jeu, mais je suis pas sûr que c'est un bon produit. Dans le cas de Friedman Freeze, là, c'est même pas sûr que c'est un bon jeu, en fait. Mais il va quand même sortir parce qu'il repousse des limites puis il essaie des choses. Ça va être une bonne idée, par contre. Ah oui, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir quelqu'un qui repousse ses limites-là. OK, des fois, il rate la cible un peu. Tu sais, le Fast Forward System, on a vu 3-4 jeux l'année passée qui est sorti avec ça, puis je dirais qu'il n'y en a aucun vraiment qui a réussi à toucher le bullseye, là, si on veut, mais quand même, le concept est intéressant, puis j'ai hâte de voir encore qu'est-ce qu'il va faire cette année. Là. Je sais pas si vous avez des commentaires juste pour capoter un peu plus sur Friedman Freeze. Ben, Friedman Freeze, moi, je suis toujours impressionné de voir où il va. Parce que même quand il était peu connu, il essayait de faire des choses tellement fly.
je me souviens toujours quand j'avais vu la première fois la description de Flische Flupunen Flukadillen, qui pourrait se traduire en français par poisson, boulette de viande et cigarette. Et c'est tellement intéressant comme jeu parce que, à part, en plus du titre qui est complètement flyé, le jeu était tellement flyé. On parle de 2003. Là. C'est un jeu qui se joue en réseau. C'est un jeu où si tu achètes 3 copies du jeu, c'est bonifiant. Cool. Parce que ce qui va se passer avec ce jeu-là, c'est que on va avoir 3 mêmes jeux qui vont avoir des pions à forme différente. Et on peut jouer jusqu'à 15 et chaque groupe de joueurs va commencer sur un plateau différent. Et ils peuvent s'entremêler. C'est-à-dire qu'ils peuvent sortir de leur plateau puis aller dans un autre plateau. Les 3 joutes se jouent en même temps et on fait tous la même affaire. On a tous la même objectivité. Ou le même objectif plutôt. Mais c'est de savoir qui va le faire en premier. Puis on joue tout à notre rythme sur chaque table. Mais à un moment donné, on peut sortir d'une table et aller sur une autre table. Puis là, on va peut-être se ramasser, à un moment donné, il va y avoir 2 joueurs sur une table, il va en avoir 10 sur l'autre, puis il va en avoir 0 à un autre. What? En 2003 en plus, là. Oui. Wow. Fait que c'est pour ça que Freeman Freeze, c'est un auteur vraiment que j'ai toujours admiré. C'est un gars qui définit c'est quoi l'artiste chez l'auteur. Puis qui va vraiment toujours essayer de faire quelque chose de nouveau. Absolument. En fait, on parle dans certains domaines de cinéma d'auteur, de choses comme ça. J'ai l'impression que Freeman Freeze, il rentre vraiment dans la catégorie, le jeu d'auteur. Ouais, Même si tous les jeux sont des jeux d'auteur, il y a comme ça va en tout cas, c'est pas des figurines. C'est pas des miniatures. Non, exact. Donc, on est un peu ailleurs. On pourrait même faire un jeu de figurines. Ça serait pas pire quand même. Je serais vraiment curieux de voir Freeman Freeze faire un jeu de grosses figurines. Là. Ouais, moi aussi. Des Cthulhu War, là, quelque chose quand même d'ambitieux. Là. En fait, on pourrait pas continuer sans parler du chouchou, le chouchou de Balado Ludique, Oh oui. Yves Tourigny, qui sort en fait son jeu, le jeu probablement que j'attends le plus de Yves Tourigny dans ma vie, Cupcake Empire. Mais Pierre qui aise de la tête, il est emballé. Probablement la thématique est juste trop cool en fait. Vraiment cartoon à fond, on se croirait dans Dinner Dash pratiquement, quelque chose de même. Et je trouve que Yves Tourigny, il y a vraiment une manière de présenter, d'utiliser des mécaniques qui existent déjà, des mécaniques qu'on connaît, mais de le transformer en quelque chose qu'on n'a jamais vu avec ça et juste lui donner une petite twist pour faire que ce jeu-là, il est vraiment unique en fait. Et Cupcake Empire, j'ai lu les règles hier, je les ai relus aussi ce matin. Et une utilisation des dés, c'est un jeu de dés, de worker placement de dés là, si on veut, mais utilisé d'une façon vraiment unique, vraiment intéressante. Très hâte de voir ça. Cupcake Empire, en fait, ça a l'air très cool. C'est très très cool en effet. C'est d'ailleurs, ça sort sur les Espagnols ce jeu-là d'ailleurs. OK. Le Tourigny, il gêne pas pour aller dans des terres inconnues pour faire éditer ses jeux. Quoique l'Espagne commence à être vraiment un candidat sérieux. Dans l'édition des jeux? Dans l'édition des jeux. L'Espagne et le Portugal, en fait. Et si je me trompe pas d'ailleurs, l'éditeur qui sort un jeu de Tourigny est le même qui sort aussi un autre jeu assez intéressant. Peut-être pas mécaniquement, mais dans sa thématique certainement, qui s'appelle Ceylon, qui est un jeu sur le Sri Lanka. C'est bien un pays où on voit pas souvent des jeux, c'est comme thématique, c'est le Sri Lanka. Et c'est un jeu sur la culture du thé au Sri Lanka au 19e siècle. Qui est très très beau dans son esthétique. Et dans sa mécanique, il est vraiment intéressant aussi. C'est un jeu qui est quand même à la limite familial, mais qui a quand même des mécaniques intéressantes avec qui joue sur le 3 dimensions. C'est-à-dire que c'est on peut placer des tuiles puis on les superposer les unes sur les autres. Puis là, ça va faire des plantations de thé exactement comme les plantations de thé dans la réalité qui sont en relief. Parce que le thé qui va pousser en bas d'une pente, parfois va avoir une saveur différente de celui qui pousse en haut de la pente. Donc, c'est très bien comme jeu. Vraiment dans la saveur. Hein? Vraiment dans la saveur.
Mais ça n'enlève rien à Cupcake Empire, mais je dirais que c'est effectivement 2 jeux qui vont être au LAL. Et d'ailleurs, des jeux que j'ai fortement encouragé qu'ils soient au LAL quand ils ont été achetés. Magnifique. Ben, en fait, Jeff, je pense qu'on approche de la fin. Moi, j'en aurais peut-être un petit dernier. Toi, t'en as-tu un ou deux? Ouais, peut-être un petit dernier, vas-y donc. Ouais, ok. Ben, en fait, c'est le On Game. Ah, ben oui. Le nouveau On Game. Alors, vous savez, les tout petits jeux japonais qui viennent dans des minuscules boîtes, qui sont des genres de rip-off de jeux qui existent déjà, mais vraiment bien faits à la japonaise, ultra minimaliste, ultra excitant. A Fake Artist Goes to New York, Deep Sea Adventure, Insider, Startup. Et il y en a encore d'autres. Le nouveau Money Bag, on est des pirates, on va s'échanger des pièces. Est-ce que... je sais pas, j'ai un feeling un peu mitigé sur Money Bag. J'ai vraiment hâte de l'essayer parce que c'est extrêmement simple en fait. On a des pièces, on les met dans un sac. Tu penses qu'une personne a plus de pièces que toi à ton tour, tu prends des pièces dans son sac, tu les mets dans ton sac. La personne pense que tu en as pris trop et que maintenant tu en as plus qu'elle, te challenge. On compare les pièces, celui qui en a le plus perd toutes ses pièces et l'autre gagne toutes. On fait 3 rondes comme ça, celui qui en a le plus à la fin l'emporte. Donc, et c'est un jeu où toutes les pièces, il y en a beaucoup, là, il y a comme 70 pièces dans le jeu. Là, fait que tu les comptes jamais vraiment quand t'en prends. C'est un jeu, ils disent tactile, où tu vas un peu filer le nombre de pièces. Tout ça se fait un peu au regard de tout le monde. C'est un peu bizarre, hein? Comme je cache ça dans ma main, mais je me cache pas en dessous de la table. Tu peux voir des pièces qui dépassent. J'en ai peut-être pris 2, tu sais pas, j'en ai peut-être pris 8. Donc, c'est intéressant, mais à voir. À tester, Je suis là, pas c'est ultra hype sur ça, mais bon, ça va être. J'ai quand même hâte d'y jouer. Avais-tu entendu parler d'une autre nouveauté de On Game qui était Troika? Oh, Troika, quel beau nom! Je l'ai vu passer, mais j'ai pas plus de détails. Là, Ok, mais juste non, te dire j'ai que- pas vu ça. Est-ce qu'il va être présent? Est-ce que tu penses que c'est un jeu qu'on va pouvoir jouer ou. Je pense qu'il est déjà sorti en fait, donc c'est pas assez nouveauté là, pour être dans l'exclusivité du LAL, là, malheureusement. Ben, je pense que là, on arrive à un dépanneur, en fait. Dépanneur de la Pointe, ça me semble vraiment le spot pour acheter des objets et tout ça. Faut essayer d'être quand même dans un spot de route. Là. Oui, c'est ça, exactement. Faut pas trop être dans la civilisation. Là. Non, c'est ça. Ben, je pense que ça fait pas mal le tour de cet épisode en vadrouille. Et là, ben oui, déjà presque arrivé au LAL, on est nos invités qui quittent là, la voiture maintenant. Ouais, eux, je ils pense sont que ça comme, met fin à l'épisode. Oui, Pierre Poisson-Marquis, Prophète, Pimp, PPPPP. Merci beaucoup d'avoir probablement conduit et d'avoir participé avec autant de sagesse et de philosophie à cet épisode. Ça a été un plaisir, tout à fait. Parfait. Et Thomas Dagenet-L'Espérance, la vedette montante, le jeune prodige. Et là, il roule des yeux, il n'est pas satisfait de son titre. C'est bon, on va le bonifier avec le temps, t'inquiète pas. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Ben, merci à vous de m'avoir invité. Ben ouais, c'est ça, c'était le fun de faire un épisode avec toi en personne, même si encore une fois c'était un peu tricky. On n'était pas. On te met dans les drôles de situations là, Ouais. pour les entrevues. C'est ça qui est le fun. Ben ouais, c'est ça, c'est sympa. En fait, ça fait passer le temps et ben, ça nous permet maintenant d'arriver au LAL et de vous revenir avec un peu les résultats de nos recherches et quel jeu on aura le plus apprécié. Messieurs, j'espère qu'on aura la chance de se faire quelques parties. Yes! Et sur ce, JF, je te dis, Continue à jouer! Balado Ludique remercie son diffuseur jeu.ca. La musique est une gracieuseté de bensound.com.